Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci Patrick de m'avoir invité à participer à ces journées de gastro-entérologie. Donc je suis Dr Stoyer Sandy, je suis radiologue et je travaille au sein du groupe Riviera Imagerie Médicale. Alors on m'a demandé d'aborder le thème intelligence artificielle dans l'interprétation du scanner abdominal. Est-ce une réalité ou un fantasme? Alors tout d'abord, je vais mettre fin à ce suspense insoutenable. C'est 100% une réalité. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer pourquoi et comment. En introduction, il faut savoir que ces dernières années, on a eu une explosion des données médicales, notamment par le nombre de patients, les nouvelles techniques qu'on a, les progrès informatiques, et ça a entraîné un bouleversement dans la charge du travail des radiologues. Ci-dessous, vous avez un diagramme qui montre donc en orange et en vert le nombre d'examens scanners IRM qui ont été réalisés entre 2013 et 2016. Et la courbe noire correspond au nombre de radiologues à temps équivalent. Et vous voyez que les deux courbes sont pas du tout en augmentation parallèle. Et ça, c'était 2016. Les courbes se sont encore aggravées de nos jours. Donc, l'intelligence artificielle, elle se développe de plus en plus dans le domaine de la radiologie. Et ça prend une place significative dans la routine du radiologue. Quelques petites définitions pour savoir de quoi on parle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un ensemble d'algorithmes qui va permettre l'élaboration de solutions pour une problématique donnée. En fait, ça repose sur un système d'apprentissage via un réseau neuronal informatique et le système va apprendre et ça va lui permettre d'améliorer ses performances. Dans le domaine de la radiologie, ça intervient vraiment dans différents domaines, à 3 stades principaux, donc notamment lorsqu'on acquiert les images, à l'acquisition des images. En reconstruction des images, ça intervient également, et ça intervient dans le dernier domaine qui est l'analyse des images. Donc c'est vraiment un réel outil pour le radiologue. Effectivement, ça lui permet de gagner du temps, mais surtout c'est un système de vérification et d'analyse sur lequel il peut se baser. Alors on va voir les différents stades. Acquisition des images tout d'abord. Il y a effectivement un manque de radiologues, mais il y a effectivement un manque de manipulateurs à l'heure actuelle aussi. Donc l'intelligence artificielle, elle se développe aussi pour améliorer leur travail. Notamment, donc l'intelligence artificielle, elle intervient dans l'acquisition des images. Il y a des systèmes en fait où il y a une caméra qui est fixée au-dessus de la table de scanner. L'ordinateur va réussir à détecter différents points d'anatomie clés et en fait le patient va être positionné automatiquement par centrage sur le scanner. Du coup, ça va permettre d'avoir des clichés dans les meilleures conditions possibles. Ça évite d'obtenir des images non interprétables et de recommencer l'installation du patient. Ils ont estimé que ça faisait gagner à peu près 23% du temps médical et ça diminue la dose, bien que le scout, donc qui est le cliché qui nous sert pour le centrage du scanner, est pas très irradiant, mais on en fait moins, donc ça diminue la dose. Donc première étape, acquisition des images. Deuxième étape, dans la reconstruction des images. Donc l'image est faite et là c'est l'ordinateur qui va afficher l'image. Donc elle nous permet de réduire au maximum en fait le bruit et les artefacts qui peuvent parasiter le signal. Comment ça se passe? En fait, l'IA elle va être basée sur une base de données remplie d'images bruitées avec des artefacts récurrents, donc qui deviennent vraiment très régulièrement, et elle va apprendre à les reconnaître via leur fréquence. C'est ce qu'on appelle le deep learning dans l'intelligence artificielle. De cette manière, en fait, quand l'image apparaît, elle arrive à automatiquement éliminer les éléments indésirables, et donc elle augmente le rapport signal sur bruit avec une meilleure définition. Premier exemple, donc sur cet exemple-là, image de gauche, dose à 6,6 millisieverts sans intelligence artificielle. À droite, dose à 3,3 millisieverts, donc examen non irradiant avec intelligence artificielle. Et vous voyez notamment le rapport signal sur bruit et la définition est nettement meilleure. C'est un scanner sans injection, mais le parenchyme pancréatique, on voit vraiment sa délimitation beaucoup mieux sur l'examen de droite, qui pourtant est un examen moins irradiant, donc normalement de moins bonne qualité. Deuxième exemple, scanner abdominopelvien injecté. Donc là, c'est fait avec la même dose. Et en fait, il y a un hépatocarcinome à gauche sans intelligence artificielle, à droite avec intelligence artificielle. Et vous voyez qu'on arrive à nettement mieux délimiter la lésion avec, pareil, un rapport signal sur bruit nettement meilleur. Pareil, les contours du parenchyme hépatique sont beaucoup mieux visibles sur l'image de droite que sur l'image de gauche, alors que c'est réalisé avec la même dose. Alors, c'était un topo sur le scanner abdominopelvien, mais je pouvais pas m'empêcher de parler aussi d'IRM parce qu'il y a des grosses révolutions qui sont faites dans ce domaine à l'heure actuelle. Donc, juste une petite digression là-dessus.
Ça nous permet de diminuer l'acquisition des images avec une meilleure résolution ou d'avoir les coupes fines. 2 exemples, image de gauche, donc c'est une IRM avec des séquences axiales pondérées en T2, le LCR est blanc. Les images A et C sont faites sans intelligence artificielle, les images B et D avec intelligence artificielle. Alors je trouve que le plus flagrant, c'est surtout sur l'image de D. Quand on compare C et D, les contours du parenchyme pancréatique sont beaucoup mieux visibles sur l'image avec IA que sans IA. En haut, alors je trouve que c'est un petit peu moins flagrant la différence, ça se voit peut-être plus sur le contour des parenchymes hépatiques. Vous voyez en antérieur comme ça, la résolution, elle est nettement meilleure sur l'image de droite. Alors, le deuxième complément, image A et B. Là, c'est des examens qui ont été faits avec la même épaisseur de coupe. On est à 5 mm. Image de A sans intelligence artificielle. Image de B avec intelligence artificielle. La résolution est globalement similaire, à part que l'image d'en haut nous a pris 2 minutes, l'image d'en bas nous a pris 1 minute 05. Donc, on diminue le temps d'acquisition par 2. Ce qui nous permet ou de faire des séquences supplémentaires ou de faire des coupes plus fines avec une meilleure résolution. Donc en IRM, sincèrement, il y a des grosses des révolutions qui sont en train de se mettre en place à l'heure actuelle et qui sont déjà en pratique courante appliquées. Donc acquisition des images, reconstruction des images. On va voir maintenant l'analyse des images. Alors je ne sais pas si je vais réussir à le faire avec le... Si, parfait. Donc analyse des images, je vais vous montrer les outils qu'on a à l'heure actuelle, avec 3 exemples principaux, notamment une volumétrie hépatique à l'heure actuelle, comment ça se passe. Donc, on part sur un scanner, excusez-moi, non, ça va pas vouloir. Parfait. Scanner abdominopelvien injecté, donc vous voyez qu'il y a des localisations secondaires intrahépatiques. Je vous mets des planches résumées. Les formations hypodenses ici. Le chirurgien vient vous voir. C'était une patiente que j'avais vue. En fait, le primitif, c'était une néoplasie du côlon droit. Et donc, on nous demande de faire une volumétrie hépatique. OK, on commence. Donc, on va faire déjà un contouring automatique du parenchyme hépatique. Donc ça, c'est fait manuellement. Et on va pouvoir faire des reconstructions en 3D avec ce qu'on appelle le volume rendering. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir une image en tissu mou. Et vous voyez, donc par transparence, on voit la lésion, la volumineuse lésion qu'on avait là, et ça nous permet de voir les rapports avec les veines sus-hépatiques. Ça, c'est le volume global. On fait en fait le trajet de l'hépatectomie que nous demande le chirurgien, et ça nous permet d'extraire la volumétrie. Et là également, on peut avoir un système de volume rendering qui nous montre l'analyse en tissu mou. Ça, c'est l'ordinateur qui le calcule automatiquement. On n'a pas d'influence là-dessus. On peut faire aussi des cartographies vasculaires. Donc ça, c'est par exemple dans les cas d'embolisation pour hémorragie digestive ou les chimio-embolisations. On part d'un scanner abdominal. Alors là, au temps artériel, vous voyez que l'aorte, elle flash beaucoup. Image native. Et l'ordinateur va réussir à reconstruire en 3D et avoir vraiment une visualisation 3D de toutes les structures vasculaires pour voir les variantes anatomiques, pour voir quel abord il faut avoir. Ça, c'est ce que fait l'ordinateur également à l'heure actuelle. C'est quand même des méthodes qui sont chronophages et fastidieuses, notamment pour la volumétrie, parce que voilà, on doit faire un contouring manuel, on doit avoir différents temps d'examen et tout ça. Il y a un logiciel qui existe à l'heure actuelle, notamment je vais vous montrer l'hépatique vicaire de G, qui fait un peu ce système-là. On a une image, donc scanner abdominopelvien injecté. Vous voyez, il y a la lésion en haut hypervasculaire. On va juste tracer le plus grand diamètre de la lésion. L'ordinateur va la contourer automatiquement et va calculer sa volumétrie automatique. Il fait une segmentation aussi automatique du parenchyme hépatique avec un volume hépatique qui va sortir spontanément. Vous voyez, ça a pris 3 clics au lieu d'avoir un contouring à faire manuellement. On peut aussi faire une cartographie sur le plan vasculaire. On va prendre le scanner au temps portal. On va mettre des ROI en fait dans le réseau porte. Et l'ordinateur va réussir à extraire automatiquement tout le système porte du parenchyme hépatique. Ça nous a pris 2 clics, extraction automatique. On peut avoir exactement pareil avec un temps artériel. Vous allez voir, l'aorte va être opacifiée, donc au temps artériel. Et on va mettre des ROI dans l'aorte, dans l'artère hépatique. Et le système va permettre d'extraire automatiquement tout ce qui est le réseau vasculaire artériel. De ça, il va pouvoir faire en fait un mix de tous ces éléments-là. Et on va mettre aussi un ROI dans chaque... il va permettre d'avoir pour chaque réseau porte la segmentation et le volume de chaque lobe hépatique. Donc là, on lui montre quelle branche on veut.
Et lui, il va réussir à calculer, en fait, au niveau du parenchyme hépatique, voilà, chaque lobe avec chaque volume. 3 clics. Et donc, il va réussir à faire un ensemble de tout ça. Vous voyez la lésion initiale qui apparaît en rouge. On voit ses rapports vasculaires. On voit dans quel lobe elle est. On voit la volumétrie générale du parenchyme hépatique. On voit la volumétrie de chaque lobe. Et c'est fait vraiment de manière... Alors, faut toujours valider en amont avec l'œil du radiologue, mais c'est quand même quelque chose qui fait gagner du temps. Et sincèrement, les machines, elles se trompent vraiment très rarement. Donc ça, volumétrie hépatique. Dernière chose, je vais vous parler du coloscanner. Ça nous aide à plusieurs niveaux, l'intelligence artificielle, notamment dans l'aide au post-traitement. Donc coloscanner, à gauche, vous avez les images natives, acquisition donc sur le ventre et sur le dos, préparation en amont, on insuffle classiquement donc ou de l'air ou du CO2 et on va pouvoir se balader en fait dans la lumière endoluminale et avoir les vues qui, je pense, rappellent un petit peu vos vues en mode coloscopie. On va essayer d'aller jusqu'à la valvule et vous allez voir passer un processus polypoïde à la fin au niveau du côlon droit. Et ça, pareil, donc nous, on fait l'acquisition native et c'est l'ordinateur qui réussit à reconstruire automatiquement toutes les images. Voilà, et là, le polype va arriver, il va être tagué. Là, hop. Donc voilà. Alors, on fait pas défiler comme ça, on a des systèmes manuels, mais ça nous aide au post-traitement et on arrive à aller jusqu'aux valvules iléocécales. Ça, donc c'est pour l'aide au post-traitement dans les coloscans. Dans les coloscans, il y a un autre outil qui nous aide, c'est ce qu'on appelle le CAD. Donc c'est l'outil de détection automatique. C'est un outil qui était largement employé en radiologie depuis une vingtaine d'années, mais initialement c'était employé pour détecter les nodules pulmonaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un nodule pulmonaire, c'est facile à voir. Le parenchyme pulmonaire, en fait, c'est contient de l'air, donc c'est très hypodense. Alors qu'un nodule pulmonaire, c'est très hyperdense, donc c'est vrai que c'était facile d'extraire tous ces nodules-là. Donc quand on fait un scanner thoracique, on peut mettre ce fameux CAD qui va taguer en fait tous les nodules qu'on a dans le parenchyme pulmonaire et on peut même extraire le nodule et nous calculer un volume automatique, notamment pour les suivis. Donc ça, c'était initialement fait sur les scanners thoraciques et ça a été appliqué secondairement en imagerie digestive et notamment pour les coloscans. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, vous voyez, ça, c'est l'image que je vous montrais tout à l'heure. Image native, on voit la formation ici, avec les reconstructions donc en volume rendering. Ça, c'est sans l'aide du CAD. Et en fait, si on enclenche le CAD sur tout le cadre colique, il va nous permettre de taguer tout ce qu'il estime être suspect au niveau du parenchyme, au niveau des images. Bon, souvent, il tague aussi la valvule. Après, effectivement, c'est à nous à quand même valider, mais ça permet d'avoir une aide au diagnostic et de pas louper certains polypes qu'on n'aurait pas forcément visualisés. Ça, c'est ce qui est fait à l'heure actuelle. Donc, c'est des outils qu'on emploie et qu'on emploie largement. Mais en fait, c'est que le début. Je vais vous montrer des études à l'heure actuelle de ce qui se passe. Première étude dont je voulais vous parler, désolé pour l'anglais, mais c'est Pancreatic Cancer Detection on CT Scan with Deep Learning, a Nationwide Population-Based Study. C'est une étude qui a reçu le prix Alexander Margulis d'excellence scientifique au RSNA en 2023. Elle est parue dans la revue Radiologie en septembre 2022. Elle a été faite par une équipe taïwanaise. Ils sont partis de la problématique que le taux de survie des cancers pancréatiques à 5 ans, il était 12%, avec une baisse du taux de survie pour les tumeurs supérieures à 2%. Or, ils estiment qu'il y a environ 40% des néoplasies pancréatiques de moins de 2 cm qui sont loupées en scanner. Donc le but, c'était de développer et de valider une méthode de deep learning pour détecter les cancers pancréatiques. C'est une étude par contre qui est rétrospective et qui a été faite donc par CNN, c'est les réseaux informatiques neuronaux. Donc comme je vous le disais, il y a toujours une étape d'apprentissage. Première étape, ils ont formé l'outil à segmenter de manière automatique le parenchyme pancréatique. Deuxième temps, ils ont appris à l'ordinateur à comparer des scanners de patients atteints de cancer du pancréas et de sujets sains. Dans cette étude, ils avaient pris des donneurs de reins et de foie pour les sujets sains. Et donc, sur 1473 patients, étude rétrospective, il y a eu parmi ces patients, il y avait 669 cancers du pancréas et 804 sujets sains. Et ben, grâce à l'IA a obtenu une sensibilité de 89,7% et une spécificité de 92,8% dans la détection des cancers. Et il n'y avait pas de différence significative avec le compte-rendu du radiologue dans ce centre spécialisé. Donc, étude rétrospective, c'est-à-dire qu'après, ils ont comparé par rapport au compte-rendu des radiologues qui avaient fait l'examen. Et le système obtenait quand même une sensibilité à 74,7%
pour les cancers de moins de 2 cm. Donc, pour vous montrer des exemples, la lésion pancréatique était ici. Donc, sur le scanner, l'ordinateur arrivait à contourer de manière automatique le parenchyme pancréatique et à contourer de manière automatique la lésion. Premier exemple ici. Deuxième exemple ici. Contouring du parenchyme pancréatique avec la lésion. Dernière lésion plus facile à voir, ici, contouring du parenchyme pancréatique. Alors, je vais juste vous montrer les quelques erreurs qu'a fait l'ordinateur. Il y a eu 2 faux négatifs, donc les images A et B. La tumeur, elle n'a pas été détectée par le CAD. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant qui ressort de ça, c'est qu'en fait, il n'a pas vu le CAD, mais l'ordinateur, il a quand même considéré comme cancer ces images-là. Et il a dit, il y a une dilatation du canal et une atrophie en amont. Effectivement, c'est 2 signes classiques qu'on connaît, nous, sur les scanners abdominopelviens, à part qu'à aucun moment, dans la méthode d'apprentissage de l'ordinateur, on a dit à l'ordinateur, dilatation du canal et atrophie en amont, ça égale cancer. Ce qui veut dire qu'en fait, l'ordinateur, il a réussi à faire des associations automatiques lors de son apprentissage en disant, les cancers, quand il y a un cancer, atrophie du pancréas, dilatation en amont. Donc, il a réussi à les classer suspects, alors qu'il n'a pas vu la lésion, qui était donc ici et ici, mais il a réussi à faire des associations qu'on ne lui a pas appris. C'est quand même une révolution, je trouve, assez énorme. Il y a eu 2 faux positifs également. La première, il a noté comme cancer, en fait, une varice sur une thrombose portale, sur une petite lésion hypervasculaire. Il a considéré ça comme suspect. Et deuxième lésion qu'il avait considérée comme suspect, c'est cette petite plage hypodense au contact, en fait, d'une prothèse biliaire sur CHC obstructif. Je pense à cause de l'hypodensité réalisée par la prothèse. Voilà. 2 faux positifs. Pas énorme. Dernière étude dont je veux vous parler, c'est l'étude PANDA. Alors, Large Scale Pancreatic Cancer Detection via Non-Contrast CT and Deep Learning. Elle est parue dans Nature Medicine en novembre 2023. Le constat. Le dépistage du cancer du pancréas à grande échelle, il est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux de prévalence qui est faible et il y a des méfaits potentiels de faux positifs. Et ils sont quand même partis du principe qu'on fait beaucoup de scanners sans injection pour de multiples indications, coliques néphrétiques, douleurs abdominales, et que ça pourrait servir de dépistage. Or, on a longtemps dit que sur un scanner sans injection, les cancers du pancréas, on les voyait pas. Donc, le but de cette étude, c'était de développer un outil qui permettait de détecter et de classer les lésions pancréatiques avec une grande précision sur un scanner sans injection. Comme d'habitude, phase d'entraînement, donc sur 3208 patients dans un centre. Et après, ils ont fait des validations, différentes validations, sur 6239 patients dans 10 centres avec 3 analyses. Première analyse, ils ont comparé PANDA sur un scanner sans injection et ils l'ont comparé à 33 radiologues qui étaient faits de radiologues spécialistes, radiologues généralistes et d'internes sur des scanners sans injection. Étape 2, ils ont comparé la performance du radiologue sur ce scanner sans injection en s'aidant de PANDA. Étape 3, ils ont comparé PANDA, donc PANDA c'est l'outil d'intelligence artificielle, PANDA sans injection versus 15 radiologues spécialisés qui analysaient, eux, un scanner injecté. Et après, ils ont fait cette analyse à grande échelle sur 20 530 patients. Analyse 1, donc comparaison de PANDA sans injection versus 33 radiologues qui analysaient le même scanner sans injection. Et ben PANDA était supérieur de 15% en sensibilité et 6% en spécificité par rapport aux radiologues. Sur le diagramme, on voit donc en bleu c'est PANDA, en rouge les radiologues spécialistes, en jaune les radiologues généralistes, en vert les internes. Alors c'est sûr que le plus gros gap est avec les internes, mais PANDA est quand même au-dessus par rapport aux radiologues spécialistes. Donc ça, première étape, PANDA sans injection versus les 33 radiologues sur le scanner sans injection. Étape 2, ils ont comparé l'évaluation de l'amélioration de ces radiologues lorsqu'ils s'étaient de PANDA sur ce scanner sans injection. Et bien, il y a eu une amélioration, pareil, des performances des radiologues avec l'IA de 8,5% en sensibilité et de 5% en spécificité. Alors là, vous avez le diagramme des 3 cas. En haut, les radiologues spécialistes, radiologues généralistes au milieu, internes en bas. Alors, les points bleus, c'est l'analyse initiale des différents radiologues sans PANDA. Les points verts, c'est après analyse de PANDA. Dans ce cas-là aussi, on voit qu'effectivement, le gros gap, c'est surtout chez les internes. Hein. Avant PANDA, après PANDA, il y a quand même une différence significative. Il y a aussi eu un radiologue généraliste qui a eu un gros gap. Heureusement qu'il y a PANDA qui était là. Mais bon, voilà, je sais pas. J'ai pas fouillé.
Donc voilà. Ah, c'est ça. Dernière analyse qu'ils ont fait, ils ont comparé donc Panda sans injection avec 15 radiologues spécialisés sur des scanners injectés chez 291 patients. Et ben Panda était quand même encore supérieur de 2,9% en sensibilité et 2% en spécificité dans la détection des lésions. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. À gauche, les scanners donc réalisés sans injection, l'analyse des 33 radiologues sans injection, analyse des 15 radiologues avec injection et résultat de Panda. Premier patient, premier scan. Alors, il y a un cancer. Sincèrement, sur le scanner sans injection, je défie même les meilleurs radiologues à voir où il est. Sur le scanner avec injection, on le délimite, mais de manière quand même difficile. Scanner sans injection, donc les 33 radiologues qui avaient analysé ce scanner avaient classé dans 29% des radiologues sur 33 avaient dit scanner normal. Sur le scanner avec injection, 12% des radiologues spécialistes sur 15 l'ont classé normal aussi. Panda, 95% de probabilité de cancer avec un contouring satisfaisant de la lésion. Deuxième cas, alors celui-là c'est qu'il est peut-être un peu plus visible, au niveau de la queue du pancréas, scanner sans injection, on peut se dire il y a une petite perte de l'ovulation du parenchyme pancréatique, pas évident à voir quand même. Scanner avec injection, bon là ça devient quand même beaucoup plus parlant. Formation hypodense, voilà, mal limitée au niveau de la queue du pancréas. Scanner initial, donc sans injection des 33 radiologues, 25 sur 33 l'avaient classé normal. 14 sur 15, donc quand même classé positif après injection, ça me rassure. Et 97% de probabilité avec Panda sur l'analyse sans injection. Alors Panda, il lui avait appris à chercher les cancers pancréatiques, mais il lui avait aussi cherché à détecter les lésions non cancéreuses. Un cas de pancréatite auto-immune au niveau du corps du pancréas. Pareil, petite perte de différenciation des lobulations, mais ça c'est effectivement parce que je le sais, parce que je trouve que c'est pas évident à voir aussi sur le scanner sans injection. 25 sur 33 radiologues avaient classé ce scanner normal. Avec injection, 13 sur 15 l'avaient classé normal. Panda, 90% de probabilité d'avoir une lésion non cancéreuse sur le scanner. Dernière analyse à grande échelle qui sont faites avec cette étude. Donc sur 20 530 patients, en analyse rétrospective multicentrique, Panda a trouvé 93% en sensibilité, spécificité à 98,8% dans la détection des lésions. Donc quand même une étude assez significative. Alors c'est beau, hein, ça vend du rêve tout ça, mais il y a quand même des limites. Pourquoi ? Principale limite déjà, le coût. Tous ces outils d'intelligence artificielle, ça coûte quand même très cher. Il y a des contraintes matérielles parce qu'il faut avoir quand même les infrastructures informatiques et le matériel adéquat parce que ça demande quand même des grosses méthodes de stockage avec un système informatique qui est quand même mis à jour souvent avec des informaticiens qui sont là pour voilà quand il y a des bugs, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'offres sur le marché et c'est vrai que du coup c'est difficile d'évaluer les différentes IA parce qu'on a beaucoup d'offres mais et le dernier point rejoint le troisième, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de critères de validation concrets pour justement évaluer ces systèmes d'apprentissage, comme l'exemple que je vous montrais tout à l'heure où il a appris la dilatation du canal en amont et l'atrophie pancréatique, mais comment il a fait, quelle analyse il a fait, c'est vrai que on n'a pas accès à ces paramètres-là pour voir quel a été le cheminement. Et du coup, c'est difficile d'évaluer et de justifier ces résultats par rapport à tout ça. Donc oui, c'est bien, mais il y a quand même un certain recul à avoir par rapport à tout ça. Je vous remercie de votre attention.